Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Pendant ce temps, en Écosse non occupée, dans le nord, le gouvernement des gardiens du royaume remporte lui quelques succès. Par exemple à Rosslyn en février 1303, vous avez un groupe d'Écossais qui triomphe carrément face à une armée anglaise. Mais la belle unité autour de Wallace de l'époque s'effrite aussi. Robert Bruce, il a 25 ans en 1300, n'admet plus du tout la fiction du règne de Balliol, puisque, encore une fois, il lutte au nom du règne de Balliol, ce règne que son grand-père et son père ont reconnu comme souverain, mais du bout des lèvres, je vous le disais. Et au Conseil des chefs, les querelles entre lui et Jean Comyn, le neveu de Balliol, sont de plus en plus dures, âpres. Ils vont presque se battre devant tout le monde. Pire même, il y a une embuscade qui a failli rater à cause de leur désaccord à tous les deux. Comyn ne lançant pas ses chevaliers, laissant Bruce et ses hommes à découvert, livrés à l'ennemi. Enfin bref, là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc les autres nobles sont forcément obligés à chaque fois de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. L'évêque de Saint-Andrews se brouille avec Comyn, James Stewart et le comte d'Atholl vont suivre, puis finalement et brutalement, Bruce démissionne de sa charge de gardien. Toutes ces rivalités menace alors, encore une fois, de déboucher sur une guerre civile et en définitive, encore une fois, sur le triomphe de l'Angleterre. De son côté, John Comyn travaille en sous-main auprès du roi de France à faire restaurer Jean Balliol. Et la perspective d'un retour du tabac vide suffit à provoquer quelque chose d'assez incroyable. Le plus inattendu des revirements, je crois qu'on peut le dire, le 16 février 1302, Robert Bruce fait sa soumission à Édouard Ier. Incroyable. Le roi lui fait même épouser une de ses sujettes, Élisabeth de Burgh, la fille du comte d'Ulster, qui a ses terres en Irlande. Sur le continent, la situation évolue aussi, mais toujours au détriment des Écossais. Je fais une nouvelle parenthèse. Avec cette nouvelle femme, Bruce va donc l'amener sur ses terres, qu'il retrouve, à Carrick, et c'est là qu'il va retrouver sa fille, qui a maintenant plus de 8 ans, donc une fille qui n'a pas vu son père depuis plus de 6 ans, donc c'est absolument incroyable. Et elle va avoir non pas une nouvelle mère, mais une belle-mère, donc. Voilà la situation de ce personnage-là. La trêve de 1299 rompue, Philippe le Bel, lui, subit en Flandre et en Guyenne des revers assez importants. Vous savez, c'est notamment la bataille de Courtrai, le 11 juillet 1302. Vous avez une émeute anti-française à Bordeaux, et oui, en décembre. Il n'est plus question pour Philippe le Bel d'aider les gardiens d'Écosse, c'est terminé cette fois, et encore moins d'envisager la restauration de Jean Balliol. Le traité de Paris, 20 mai 1303, marque la réconciliation complète du roi de France et du roi d'Angleterre, scellée par le mariage du fils du roi Édouard, donc le futur Édouard II, avec la fille du premier, Isabelle, donc Isabelle de France. En passant, donc, la nouvelle parenthèse, on remarque quand même que le film de Mel Gibson ne contient que des erreurs historiques, évidemment. Alors, je ne vais pas passer sous silence non plus un point qui a été littéralement gommé, et qui a son importance, qui a été gommé dans une énième niaiserie américaine, avec Chris Pine en acteur principal, qui joue Robert Bruce, que vous pouvez trouver sur Netflix. Je vous le déconseille le film, sauf pour les paysages si vous voulez, ça s'appelle Outlaw King, le roi hors la loi. C'est la personnalité d'Édouard II, donc le fils du roi. Les lecteurs des Rois maudits le connaissent bien, je pense. Il faut lire les Rois maudits, c'est extrêmement important, puisque c'est l'histoire qui va suivre, en gros, notamment pour la fin de sa vie. Mais c'est pas un détail. On croit toujours que c'est un détail, mais pas du tout. Pour dire les choses élégamment, Édouard fils, pour ceux qui n'ont pas lu, qui ne connaissent pas, Édouard fils, comment je pourrais dire ça, est nettement plus intéressé par les ouvriers que par les chantiers, si vous voulez. Il est constamment, mais constamment à cette époque-là, flanqué de son amant, Piers Gaveston. Soit dit en passant, le futur Édouard II, c'est le premier prince de Galles. C'est pour lui que, depuis ce temps-là, donc chaque futur souverain sera fait prince de Galles. C'est au moment, en fait, en gros, où Édouard Ier a réussi à conquérir le pays de Galles. Voilà. Bref, c'est important parce que le futur roi, pourquoi je vous parle de ça, non pas du prince de Galles, mais le fait qu'il
il est constamment avec son amant. Ça plaît pas du tout au baron, en fait, parce que donc ce futur roi n'a pas l'écoute des hommes qui le suivent, et ça va avoir une importance considérable dans l'épisode 2, plus que considérable même, pour l'Angleterre et pour la guerre de 100 ans. Donc c'est pas un détail c'est un détail qu'a utilisé Maurice Druon dans son livre, bien sûr, mais c'est pas un détail au regard de l'histoire. On va revenir à nos saumons avec la soumission donc de Robert Bruce. Édouard Ier, du coup, n'a plus d'obstacles sur sa route en Écosse. Et au cours de l'été 1303, à la tête de son armée, il franchit le Forth sur un pont de bateaux qui ont été construits pour ça, et il débouche sur Perth, Dundee, Aberdeen. Il va pousser jusqu'à Moray Firth, le château de Stirling, qui est le dernier bastion de l'indépendance, la clé de la route des Highlands, capitule en juillet 1304. Au passage, Édouard va se servir à cette occasion de ce qu'on appelle le feu grégeois, ce qui provoque bien sûr la panique dans la ville. Il n'arrivait pas en fait à faire tomber la ville de Stirling, est impossible à prendre sur un siège traditionnel. Il a donc utilisé le feu grégeois qui a mis le feu tout simplement aux murailles, ce qui est absolument monstrueux. Les comines, qui depuis longtemps sont l'âme de la résistance, font leur soumission. Le pape, après une vaine tentative d'intervention auprès du roi d'Angleterre, sous le prétexte assez fallacieux d'ailleurs que l'Écosse serait une terre de Saint-Siège, finit par condamner la résistance des évêques et leur ordonne de reconnaître Édouard pour leur roi légitime. Le moment est donc venu pour lui de récolter les fruits de son indiscutable, cette fois, victoire militaire. Il promulgue une promesse de pardon pour tous les Écossais qui abandonneraient la lutte, en excluant toutefois Wallace, qui devait, je cite, « se rendre à la merci du roi notre souverain seigneur, qui agira envers lui comme il le jugera bon », ce qui justement n'augure rien de bon. Les ralliements se multiplient, le pays, à peu d'exceptions près, est soumis. Il faut savoir qu'une récompense était même offerte à qui livrerait Wallace vivant, bien sûr. Il finit par être capturé à Glasgow, il est emmené en Angleterre, il est jugé pour trahison envers son souverain, ce qu'il récuse d'ailleurs, parce que légalement parlant, il n'a jamais prêté serment au roi Édouard, et pour les crimes et sacrilèges commis depuis le meurtre du shérif de Lanark, il en a commis quelques-uns. Il est condamné à mort, il est exécuté à Londres, avec le raffinement de barbarie réservé au châtiment des traîtres. On est le 23 août 1305, Robert Bruce est présent à ce moment-là et il voit les choses. L'exécution est publique, évidemment. La propagande a joué à plein, le malheureux est conspué, vous savez, c'était le monstre, il est conspué sur le trajet, on lui jette des fruits pourris, toutes sortes de choses, il est nu. Le supplice est véritablement atroce, accompagné de tout ce que les Anglais peuvent imaginer pour humilier l'orgueil écossais. Et tout ça va faire peut-être finalement plus pour la gloire posthume de Wallace que ses exploits militaires, autant de ses triomphes. Il est d'abord mis nu, puis pendu, est descendu de sa pendaison juste avant qu'il meure ou qu'il perde connaissance. Donc il a encore toute sa connaissance. Il n'a plus de souffle, malgré tout, quand il est attaché aux 4 membres, puis son ventre est ouvert. Et tandis qu'il est toujours conscient, je le signale, on lui retire les boyaux en les arrachant littéralement pour les jeter au feu devant une foule véritablement hystérique. Là, il est mort, évidemment, mais c'est pas fini. Ordre a été donné par Édouard de découper ses membres et de les envoyer aux 4 coins de l'Écosse et d'être montré à la foule, pendu à un mur de la ville à chaque fois. Vous voyez comme quoi c'est magnifique. Et puis, comme c'est la coutume, sa tête sera donc coupée, puis ornera l'un des ponts face à la tour de Londres. J'adore le raffinement, moi, de l'homme dans la torture et le sadisme. Tout ça n'a aucune limite. Je rêve de faire une émission là-dessus. Il y a de quoi faire. Les Écossais d'aujourd'hui ont oublié les actes de cruauté de Wallace et ses violences. Son monument, on peut le voir encore aujourd'hui, est fièrement dressé sur la colline à l'endroit de la bataille de Stirling Bridge. Il reste le symbole de la résistance à l'oppression anglaise et son nom est devenu légendaire, comme celui d'un héros de l'histoire nationale, évidemment. Le film de Mel Gibson, Braveheart, de 1996, a fait connaître William Wallace au public français, européen et même mondial, vu le nombre d'Oscars remportés. Malheureusement, je le répète, sa valeur historique est à peu près nulle, mais le film, au moins, est sympa, contrairement à celui où il y a Crispin, bien sûr. Voilà, fin de ce premier épisode. Il vous faudra évidemment être abonné maintenant pour avoir la suite et voir comment Robert Bruce va à son tour reprendre la lutte. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.